Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un épisode un peu spécial du Courrier de la Sterne parce qu'aujourd'hui, c'est tournage. Alors moteur, ça tourne, action, même si on parle toujours évidemment d'oiseaux, vous en avez l'habitude. Comment ça va Sophie ? Eh ben ça va très bien, écoute, ça va très bien. Une jolie histoire à raconter aujourd'hui, donc c'est plutôt encourageant. Et toi ? Ah bah moi aussi, en plus on modifie maintenant les introductions des émissions Elle ne va plus. en fonction de... Non, en vrai c'est juste parce que j'avais de l'inspiration pour celle-ci, c'est tout. Eh ben tant mieux, ça change un peu. Tu vas nous parler de quoi du coup ? Moi je vais vous parler d'une île qui est devenue réserve naturelle depuis qu'on a viré les espèces invasives. Et bah, Jurassic Park. Ouais, alors... Niveau espèces invasives à Jurassic Park, on est pas mal. Mais non, c'est pas celle-là. Celle-ci, ouais, c'est pas très loin. Mais voilà, c'est une petite histoire un peu feel good aujourd'hui parce que voilà, on en a marre de la grippe aviaire et on a envie de quelque chose un peu plus sympa. Voilà. Et moi je vais vous parler de cinéma, comme vous l'avez sans doute compris en introduction. Alors non, on ne parlera pas de James Bond, comme on aurait pu le penser. Non, malheureusement. Tu sais qu'il existe un livre, il faut que je le lise d'ailleurs, sur l'histoire de James Bond, de l'ornithologue, puisque James Bond était ornithologue. C'est l'auteur de Bird of the West Indies, qui a la réputation d'être le guide ornithologique le plus cher actuellement, parce que voilà, il a été écrit par James Bond et utilisé notamment dans un épisode de la série. C'est Demain ne meurt jamais, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, on parlera donc pas de James Bond, non, on va parler du cri de Willem. Est-ce que tu sais ce que c'est que le cri de Willem ? Oui, c'est le fameux cri qu'on cinéma. utilise tout le temps dès qu'il y a quelqu'un qui meurt et qui a été utilisé notamment dans la guerre des étoiles, c'est ça ? Oui, dans Indiana Jones, dans plein de films, eh bien, on a le pendant ornithologique du cri de Willem qui s'appelle notre cher plongeon huard, qui est un oiseau qu'on trouve en Europe et en Amérique du Nord. Et si je dis ça, c'est parce que le bougre, on le retrouve partout, mais genre partout. On le retrouve dans des séries où il n'a absolument rien à faire. Platoon, on le retrouve dans Godzilla, on le retrouve aussi dans le film 1917. Donc si on peut le trouver dans le film 1917, ce qui est plutôt logique, le retrouver dans des films style Platoon ou encore Godzilla, c'est déjà beaucoup plus anachronique. C'est un oiseau qui, comme son nom l'indique, est un plongeur. C'est un plongeon du coup. C'est un oiseau que l'on trouve principalement bien sur les rivières, sur les lacs. C'est un oiseau qu'on aurait utilisé pour la première fois dans le film On Golden Pound. Comme un idiot, j'ai oublié de noter la date de création du film, sauf que il faut savoir que le cri du plongeon était utilisé à bon escient, c'est-à-dire dans le bon environnement. Et il s'avère donc que le cri a tellement plu à Hollywood que celui-ci s'est fait une petite, on va dire, petite place parmi justement les petits bruits, les petits sons qu'on peut entendre. Donc si vous avez la chance de regarder Avengers Infinity War par exemple, eh bien sachez que sur la planète de Thanos, vous retrouverez un oiseau que vous allez peut-être retrouver sur les rivières et les lacs français, ce qui est assez... Du coup, avec Thanos, on a des plongeons, sérieusement, d'accord. Ah oui, mais même dans le monde d'Harry Potter, dans le monde de Game of Thrones aussi, on a des plongeons. Voilà, les plongeons sont partout. Ils sont utilisés, pas du tout comme des oiseaux, on va dire, de caractéristiques. C'est-à-dire que on les utilise surtout pour représenter des bruits un peu surnaturel, un peu extraterrestre, parce que c'est un cri un petit peu particulier, le cri du plongeon. Et c'est un cri tellement particulier qu'il y a quelqu'un qui a fait le rapprochement avec le blues. C'est-à-dire que le cri du plongeon, en fait, ressemblerait notamment à quelques accords très appréciés dans la musique blues. Et c'est peut-être pour ça que le cri du plongeon est aussi utilisé dans le monde du cinéma. Alors il n'est pas le seul.
Il y en a un autre qui est réutilisé Oui. tout Ah le oui. temps, c'est le fameux cri du pigargue à tête blanche, qui n'est Putain. pas un pigargue, puisque c'est une buse. Bon sang, mais c'est... Voilà, la buse à queue rousse, qu'on retrouve du coup dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, ce sont les fameux aigles du Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ont vu le film. C'est un oiseau qu'on retrouve également pour ceux qui sont passionnés de jeux vidéo dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Hein. C'est notamment lui qu'on entend lorsque on est sur les tours de synchronisation. Donc là, il faut être un peu plus connaisseur du jeu, mais en gros, à chaque fois qu'on est sur une tour et qu'on s'apprête à marquer cette tour sur notre carte, on a le cri de cet oiseau qui se déclenche. Ce qui peut faire sens dans certains épisodes, mais quand on arrive, par exemple, au Moyen-Orient dans le premier épisode, ça n'a plus du tout de sens. La buse à queue rousse, donc du coup, contrairement au plongeon où on sait à peu près où ce cri pourrait se situer, on n'en a pas spécialement l'origine pour ce qui concerne la buse à queue rousse. L'une des hypothèses, ce serait le jeu télévisé Pfiou. Et le jeu télévisé s'appelle vraiment Pfiou. Incroyable. C'est un jeu où on pose des... J'ai pas compris le jeu, on pose des questions, les candidats ils essayent de piéger l'autre candidat, enfin c'est un jeu un peu bizarre, c'est un jeu qui est né à la fin des années 70, début des années 80 aux États-Unis. Et apparemment ce serait une des scènes, une des possibilités justement de l'arrivée de l'oiseau. Alors pourquoi on utilise le cri de la buse à queue rousse et pas celui du pigargue à tête blanche? Tout simplement parce que le cri du pigargue à tête blanche, il est nul. Vraiment, allez voir un pigargue à tête blanche et allez entendre un pigargue à tête blanche sur internet, vous allez vous dire ah non mais c'est pas possible ça, c'est pas un rapace. C'est pas un aigle, c'est pas un aigle. Tu vois le gros oiseau et tu te dis bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce cri? C'est sûr. c'est incroyable. Imaginez, et c'est peut-être imaginez-vous ça vraiment dans certains films où justement l'oiseau est représenté de manière majestueuse avec son cri. Oui. C'est terrible. Mais tout ça pour dire que la buse à queue rousse, c'est un oiseau qui a eu énormément, on va dire, de reconnaissance, de connaissance au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a énormément d'ornithologues qui sont mis justement à se moquer un petit peu de l'utilisation surabusive de la buse dans les films. Et j'ai noté un truc absolument très très drôle qu'ils ont fait dans le Late Night Show with Conan O'Brien, où ils ont tout simplement en fait été interpellés par 2 ornithologues. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait ils ont fait venir un pigargue à tête blanche dans une salle insonorisée, dans un studio d'enregistrement de musique, et le mec était derrière, fais-moi le cri du pigargue, et donc le pigargue il fait le cri du pigargue, et après le mec il fait non, fais-moi le cri du pigargue, et le pigargue il fait le cri justement de la buse à queue rousse derrière. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très drôle. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur quelques autres on va dire oiseaux qui sont très souvent utilisés, mais je tenais à terminer par l'histoire de Pale Mail, que tu connais peut-être, qui est une buse à queue rousse, qui a fait les beaux jours et le bonheur des ornithologues et des observateurs et observatrices de Central Park, puisque c'est un oiseau qui a niché depuis 1990 au 927 sur la 5e avenue, au 927. C'est vrai qu'en anglais on remet tout à l'envers. Donc c'est un oiseau qui par la suite qu'on retrouvait sur Central Park. C'est un oiseau, donc c'est un mâle qui a connu 8 femelles dans sa vie: First Love, Chocolate, Blue, Lola, Lima, Zema et Octavia. Et je viens de me rendre compte que j'en avais oublié une, c'est Paola, exactement, c'est Paola. Et c'est un oiseau qui a eu une longévité absolument extraordinaire, puisqu'on estime que
que cette buse à queue rousse a vécu entre 32 et 33 ans. Dans la nature, C'est c'est pas énorme, mal. En captivité, c'est pas énorme. Mais dans la nature, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment très important. Alors, il y a certains ornithologues qui disent oui, mais à partir d'une période, je crois que c'est 2012, on a quelques différences de couleur, de plumage, donc c'est peut-être pas le même individu. Mais il n'y a rien pour vraiment étayer cette hypothèse. Donc, lorsque malheureusement Pale Mail a été découvert cette année, le 16 mai 2023, eh bien, on a statué sur le fait que l'oiseau avait entre 32 et 33 ans. Et comme je l'ai dit, c'est un oiseau qui a fait le bonheur des gens qui ont eu l'habitude d'aller à New York et notamment de se balader à Central Park. Il y a même un mémorial. Alors, c'est pas extraordinaire, mais il y a eu des photos, des choses qui ont été écrites dans Central Park lorsqu'il y a eu l'annonce justement du décès de Pale Mail. Voilà, c'est des petites histoires comme ça, citadines, mais qui montrent à chaque fois que les gens s'attachent justement à des oiseaux qu'ils côtoient, et puis certains deviennent un peu des stars. Cet oiseau avait eu notamment l'occasion de figurer dans un documentaire de la BBC dont je ne me rappelle plus le nom, mais voilà, petite histoire pour terminer sur la buse à queue rousse, qui n'est donc pas le pigargue à tête blanche que vous pouvez entendre dans certains films, mais il y a plein d'autres oiseaux, hein, voilà. Moi j'ai eu l'occasion d'entendre le martin chasseur géant dans le dernier Zelda, donc du coup quand t'entends cet oiseau tu fais ouais, ça... ah ouais Zelda, ouais, en Australie, ouais, je connais, ouais. Tout à fait. Il y a plein d'oiseaux comme ça qui sont utilisés. Il y a le pinson des arbres qui apparemment est très surreprésenté aussi dans le cinéma. Ça m'a surpris, pour être honnête. C'est sympa aussi. Il y a aussi la chouette hulotte. Oui, ça... La chouette hulotte aussi qui est très représentée. Ça, c'est pas spécialement une surprise par contre. Donc voilà, ces oiseaux qu'on entend, mais je pense que ça va être la même chose pour les entomologues qui peuvent justement s'arracher les cheveux dans certains films ou les choses comme ça. Non, mais c'est trop bien. Mais je pense que pour la buse à queue rouge, c'est un des 2 oiseaux de départ pour les fauconniers en Amérique du Nord, et je pense que c'est l'une des raisons, parce que ça date d'il y a quand même quelques années déjà, voire quelques dizaines d'années, c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles c'est l'un des oiseaux qui est les plus utilisés pour le cinéma, dont le cri est très utilisé, parce que c'est un oiseau que tu vas facilement avoir en captivité, et donc facilement avoir une possibilité d'enregistrer son cri en fait. C'est pas effectivement, puis ça pourrait correspondre aussi pour le plongeon, puisque c'est un oiseau qu'on croise assez facilement, du moins en hémisphère nord. Il est présent qu'en hémisphère nord, le plongeon. Il n'y a pas de présence pour l'instant du plongeon dans l'hémisphère sud, du plongeon huard tout du moins. Donc ça pourrait expliquer aussi pourquoi c'est un oiseau qui est surreprésenté avec un cri un petit peu caractéristique. Ouais. Mais voilà, ça fait partie de ces nombreux tropes de cinéma sur lesquels j'avais discuté avec quelqu'un et m'expliquait que le bruit de l'hélicoptère dans la réalité, c'est pas du tout celui qu'on entend à l'écran, mais il y a des codes comme ça qui sont utilisés dans le cinéma, mais qui sont utilisés dans d'autres domaines. Je parle du jeu vidéo parce que je connais bien le domaine aussi. Dans le jeu vidéo, il y a aussi ces codes-là, que ce soit aussi bien dans le fait d'écouter, dans le fait de voir, ou des codes narratifs qui sont propres à certaines époques qu'on va plus ou moins distordre. On va plus ou moins distordre la réalité en fonction de ce qu'on veut. Mais voilà, sachez que les oiseaux que vous entendez dans les films sont rarement les oiseaux qui sont réellement entendus par les acteurs dans la réalité sur le terrain. Oui. Donc c'est logique. C'est petite anecdote très très sympathique à vous communiquer là-dessus. Moi c'est super sympa, merci en tout cas. Et toi, tu as des super nouvelles à nous communiquer. Ouais. De Trinité et Tobago, ou pas très loin, c'est ça? Alors,
pas très loin, c'est la petite île de Redonda, qui avait été baptisée par Christophe Colomb Santa Maria la Redonda, et qui est située dans les Petites Antilles. Alors c'est une petite île, c'est un petit truc, c'est une espèce de caillou volcanique. Il n'y a pas grand chose dessus. Bon, il y a une petite histoire quand même intéressante, mais je vous laisse aller chercher si ça vous intéresse. Il y avait même un roi sur cette île à une période. Bref, c'est marrant. Et surtout, sur cette île, il y a, ou du moins il y avait à une période, pas mal d'espèces, avant que Christophe Colomb la découvre, qui étaient notamment des espèces endémiques de l'île, avec notamment une espèce de lézard particulièrement en voie d'extinction de nos jours d'ailleurs. Bref, plein d'espèces qui vivaient sur cette espèce de caillou au milieu de l'océan. Et notamment plein d'espèces d'oiseaux. Et je ne sais pas si vous avez suivi mon épisode sur les manchots du Cap, mais en gros, comme pour les manchots du Cap, une fois que cette île avait été découverte, on a utilisé le guano que les oiseaux avaient déposé là pendant des millénaires pour faire du fertilisant, et donc pour en retirer de quoi cultiver des champs. Donc, l'île a été complètement... on a retiré tout le guano, en fait, voilà, elle a été complètement mise à nu pendant les siècles derniers, et en plus de ce problème-là, on a rajouté sur l'île en question des chèvres, et puis les bateaux en débarquant, ils ont aussi amené des rats, des souris, enfin bref, ce genre de trucs qui n'étaient pas sur l'île à l'origine. Faut bien se rendre compte qu'il y avait des oiseaux. Une grande majorité, justement. Voilà. L'un des exemples les plus criants. Alors même si l'homme est responsable en grande partie, il y a aussi le dodo qui a été décimé justement par ces introductions intempestives. Entre autres, mais il y a plein d'espèces du coup qui ont vraiment oui, il y en a plein d'autres. Et là, sur cette île-là, c'était devenu un peu la galère, parce que de base, il y avait quand même un petit peu de végétation sur le rocher en question, puis bon, il y avait les colonies d'oiseaux marins, enfin bref, il y avait tout un petit écosystème qui s'était développé là-dessus, au fil des millénaires. Et en ramenant donc leurs chèvres, en ramenant leurs bateaux avec les rats qui ont débarqué, et puis en utilisant les ressources du coin, évidemment, ça a tout détruit. Et donc ce qui s'est passé, c'est que après cette utilisation du guano et puis l'arrivée des marins jusqu'à leur départ, jusqu'à ce que le guano ne soit plus utilisé, et puis même encore après d'ailleurs, vu qu'ils ont laissé les chèvres sur place et puis le reste aussi du coup, et le rocher est devenu un coin avec une terre quasiment stérile, les chèvres mangeant quasiment toute l'herbe et tous les arbustes et tous les trucs, du coup il n'y avait plus un brin d'herbe, plus rien, d'ailleurs les chèvres étaient en train de... C'est des pauvres bestioles qui étaient à moitié en train de mourir de faim d'ailleurs, faut bien s'en rendre compte, c'est pas grand, l'île de Redonda. Et puis bon, les oiseaux marins, de toute façon, même s'ils nichaient, leur niché se faisait manger par les rats. On connaît tous le cas des albatros, qui se font dévorer par des souris, les petits qui sont encore au nid, bref. C'était un peu la galère. Sauf que, en 2016, des gens se sont dit, bon, ça va bien les bêtises, et si on faisait quelque chose? Et effectivement, en 2016, donc, des gens ont commencé à se dire, bon, on va virer les espèces invasives, et puis on va voir ce que ça donne. Alors ils ont commencé par mettre du poison pour les rats et les souris, tout simplement, on va commencer par un truc assez basique. Ils ont fait en sorte de choisir un truc qui n'était pas dangereux pour le reste de la biodiversité, évidemment, juste pour les rats et les souris, et donc ça a très bien marché. Ils ont éliminé les populations de rats de l'île, et derrière, ils ont aussi récupéré toutes les chèvres et ils les ont amenées autre part, parce que c'était pas leur environnement naturel, et clairement, ils n'avaient pas envie qu'elles restent là. Ça aurait pas permis de restaurer l'écosystème si tu laissais les chèvres sur place. Et puis ils ont essayé ils se sont dit, bon on a viré les espèces invasives, on va voir si ça arrive à se redévelopper. Et alors c'est là que ça a surpris tout le monde, parce que très rapidement, en quelques années seulement après avoir enlevé les espèces invasives, la végétation a repoussé, et des espèces qu'on n'avait plus vues sur l'île depuis peut-être une centaine d'années, ont commencé à revenir, notamment des espèces d'oiseaux. Et donc, en septembre 2023, donc cette année, le gouvernement d'Antigua et de Barbuda a annoncé qu'ils avaient enfin réussi à établir l'écosystème, la réserve de Redonda,
qui couvrait à peu près 30 000 hectares. Alors ça contient à la fois le rocher, qui est Redunda, et puis la mer qui est autour. Et dans cette réserve, on a des tas d'espèces d'oiseaux marins qui sont revenus nicher. On a des tas de poissons, parce que les récifs coralliens soudainement autour de l'île qui avaient été impactés par la disparition de pas mal d'espèces, qui avaient été mangées par les rats, les souris, et puis la disparition d'espèces végétales aussi. Même les écosystèmes marins donc autour de l'île ont commencé à revivre, ce qui était quand même assez incroyable. Et du coup maintenant, on a une nature qui est florissante. C'est plus du tout un rocher vierge. Si vous allez regarder des photos sur internet de l'île en question, maintenant vous verrez, il y a de la végétation. Alors il y a du rocher évidemment, mais il y a quand même de la végétation. Ça repousse, il y a des arbustes, il y a des graminées, il y a des tas de trucs. Les écosystèmes sont vraiment en plein boom, c'est incroyable. Depuis 2016, en quelques années, on n'est qu'en 2023 maintenant, donc c'est quand même très rapide. Et en quelques années, l'écosystème a repris du poil de la bête et maintenant on a quelque chose d'absolument incroyable. Donc tout ça pour dire que incroyable. Il y a vraiment, vraiment moyen, si on agit rapidement, il y a vraiment moyen de préserver des écosystèmes qui sont pourtant arrivés à un point où on se dit c'est le point de non-retour, c'est plus possible, ça va pas repartir. Là en l'occurrence c'est reparti. Et c'est reparti de manière assez incroyable. La preuve que si on les laisse tranquilles et qu'on arrête de faire des bêtises avec ça, c'est tout à fait possible que ça revienne à un état de normalité, sans influence humaine en quelque sorte. Extraordinaire. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai dit Trinité et Tobago, n'importe quoi. Ce président d'Antigua et Barbuda, du coup, c'est un accord qui a été signé avec d'autres pays, parce qu'il y a la convention internationale avec les fameuses mers internationales, je sais, j'ai plus le nom en tête. Alors non. Comment ça s'est passé, non, du coup le gouvernement, il y a un gouvernement d'Antigua et Barbuda qui du coup gère les petites îles de Barbuda et puis de Redunda et d'Antigua, etc. Et donc ce gouvernement-là a décidé que le rocher de Redunda et les eaux territoriales qui étaient autour étaient maintenant une réserve naturelle. Donc ça, c'est à eux de choisir en quelque sorte. C'est comme en France, quand on dit maintenant on va décider que ça, c'est une réserve naturelle. Les autres gouvernements n'ont rien à voir là-dedans. C'est juste eux qui ont décidé que c'était ça. Parce que je pensais qu'il y avait peut-être à avoir un conflit justement avec les eaux internationales. Non, c'est juste leurs eaux territoriales, tout à fait normal. Donc on est bon. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme espèce sur ce rocher ? Alors on a notamment des fous, et on a une petite espèce de lézard qui s'appelle le Redunda ameiva, qui est pour l'instant encore en danger critique d'extinction, mais qui petit à petit retrouve un petit peu du poil de la bête en quelque sorte, parce qu'on a de plus en plus d'individus depuis que cette petite réserve a été mise en place et qu'on les a laissés tranquilles. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc on a vraiment des espèces en danger critique d'extinction qui sont en train de revenir à la vie. Et ça, c'est assez formidable. Donc on a, j'avais dit des fous, je crois qu'on a aussi des albatros. Enfin bref, il y a pas mal d'espèces d'oiseaux marins comme ça, évidemment, qui se servent du rocher comme de lieu de reproduction maintenant. Mais ça c'est plutôt pas mal. Okay. Voilà. On leur souhaite longue vie, évidemment. Et puis une super bonne nouvelle, comme on en a malheureusement que trop rarement, mais qui montre que finalement la nature peut très très vite se réapproprier son droit, j'ai envie de dire, vis-à-vis de se remettre en état. C'est ça. Et ça, j'avais envie de partager une petite nouvelle un peu feel good aujourd'hui, parce que on a toujours des nouvelles tristes. Alors, j'ai bien d'avoir des trucs bien. Donc c'est un épisode joyeux aujourd'hui. Mais rassurez-vous, la semaine prochaine, on parle de trucs sombres. Oh non. Oh non. C'est la fin de ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On va pouvoir couper la scène et se donner rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur
Twitter, @podcdls. Vous pouvez retrouver Sophie évidemment sur Entracte Science. Vous pouvez également retrouver Sophie sur Twitter et également sur Twitch si elle arrive à avoir le temps d'aller sur Twitch pour faire des émissions. Mais vous pouvez la retrouver, sur cette plateforme. Et puis tu as sorti une dernière vidéo, je crois, Sophie. J'en ai sorti une sur les manchots il y a pas longtemps, mais c'est surtout que là je suis en train de monter la prochaine vidéo, ça va peut-être me prendre un petit peu de temps. Mais j'espère qu'elle sera sortie d'ici 1 ou 2 semaines. Avec un peu de chance. Eh bien, bon courage, elle sera peut-être sortie d'ores et déjà lorsque cet épisode sera sorti. Nous, on se retrouve donc, comme je l'ai dit, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous et salut à toutes. À plus.